Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez pu vous reposer. Alors, on va corriger dans cette vidéo le travail que vous aviez à faire durant justement les 2 semaines. Alors, c'est un travail essentiellement d'illustration. Je vous avais présenté un petit peu comment il fallait faire, donc je ne reviens pas sur la méthode puisque je vous l'avais déjà montré dans la précédente vidéo. Donc, prenons des comportements que l'on peut considérer dans certains cas comme déviants et regardons un petit peu ce qui se passe en matière de contrôle social et de distinction selon les groupes sociaux et les civilisations. Alors l'homosexualité pour commencer. Donc vous pouvez voir que l'homosexualité, qui est une déviance dans certains groupes sociaux, pas partout heureusement maintenant, il peut être sanctionné par le contrôle social informel. Alors, donc je le mets en surlignage ici, c'est-à-dire notamment parce que les homosexuels peuvent être victimes de moqueries, d'insultes, voire être exclus du foyer familial. Alors, le contrôle social formel, quant à lui, ne prononce plus en France de sanctions à l'encontre des personnes homosexuelles. C'est vrai que depuis 1981, on a dépénalisé l'homosexualité en France. Il faut savoir qu'avant 1981, elle restait pénalisée. Dans la réalité, dans les années 1960-70, cela faisait déjà relativement consensus qu'on ne pénalise plus, qu'on ne criminalise plus l'homosexualité, et donc les tribunaux ne prononçaient plus de peine de prison. Mais au XVIIIe siècle, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, on emprisonnait parfois des personnes homosexuelles, notamment sur dénonciation. Est-ce que c'est une déviance qui est universelle du coup? Non, bien sûr, au contraire, il y a de plus en plus de groupes sociaux et de sociétés qui acceptent l'homosexualité et qui ne la considèrent plus comme une déviance. C'est le cas notamment, selon les groupes sociaux, parmi les jeunes, les classes moyennes et favorisées, qui en général acceptent l'homosexualité. Alors, par contre, je vais enlever tout ça, voilà. Par contre, c'est vrai que dans certains milieux, on a encore tendance à sanctionner, ou en tout cas à ne pas accepter l'homosexualité des personnes. C'est le cas notamment dans les milieux âgés, les personnes âgées, mais c'est le cas aussi, dans une certaine mesure, dans les milieux populaires. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes issues de milieux populaires sont homophobes, loin de là, mais c'est vrai qu'il y a plus d'homophobie dans les milieux populaires, défavorisés. Je ne l'ai pas noté, mais vous pourriez aller voir les travaux qui ont été notamment menés par Didier Héribon. Donc c'est un sociologue qui, justement, un universitaire homosexuel et issu d'un milieu défavorisé. Et donc il parle de son retour dans son milieu familial, qui accepte difficilement son homosexualité. Et donc du coup, il y a comme ça une littérature assez foisonnante. Alors on peut avoir parmi les romanciers aussi mince, je cherche le nom, Édouard Louis, voilà, Édouard Louis qui a eu un peu le même parcours que Didier Ribon, un intellectuel issu d'un milieu défavorisé et qui est plus ou moins rejeté par sa famille qui n'accepte pas son homosexualité. Et parmi également les non connus qui ont vécu un petit peu ce parcours, vous avez notamment Eddie de Pretto qui en a parlé dans une de ses chansons. Peut-être que ce chanteur vous parle. Alors, selon les civilisations, dans la dernière colonne, on voit bien que l'homosexualité est plutôt acceptée dans les pays occidentaux. Je mets toujours quand même des plutôt, des cependant. Je prends vraiment beaucoup de précautions. Elle est plutôt acceptée dans les pays occidentaux. Par contre, l'homosexualité est une pratique qui est plutôt interdite, pénalisée dans les pays où l'État est fortement associé à une religion. Voilà pour ce premier comportement déviant. Deuxième comportement déviant, c'était la consommation de drogues douces. Alors, dans le contrôle social informel, très souvent, la consommation de drogues douces fait qu'on est victime de mauvaise réputation, et donc on peut être victime d'exclusion à cause de ça. Le contrôle social formel, lui, prononce des amendes. Alors, jusqu'à récemment, on avait en France une pratique pénale qui était beaucoup plus lourde vis-à-vis des personnes qui consommaient les drogues douces, et en fait, on s'est rendu compte que c'était peu cohérent et peu efficace. Pourquoi? Parce que on prononçait rarement une peine de prison à l'encontre d'un jeune qui avait été pris en train de consommer de la drogue, une drogue douce,
puisque ça paraissait être une peine trop lourde au regard de l'infraction commise. Et donc du coup, on a transformé les peines et on a allégé les peines pour la consommation de drogue douce afin de pouvoir les appliquer de manière plus systématique, puisque les peines trop lourdes n'étaient pas appliquées systématiquement, finalement, les consommateurs avaient peu à craindre et donc continuaient de consommer. L'idée, c'était d'avoir des peines plus proportionnées et notamment des amendes qu'on peut prendre sur le fait et donc du coup avoir une interdiction qui est plus facile à faire respecter. Donc les consommateurs aujourd'hui, s'ils sont pris sur le fait de consommer, peuvent avoir à payer des amendes. Alors je vous laisserai aller chercher les montants, je ne les connais pas. Est-ce que c'est une déviance universelle? Non, ce n'est pas une déviance universelle. D'ailleurs, le sociologue Howard Baker, qui est un sociologue américain, vous avez son nom ici, en a parlé, c'est-à-dire que pendant longtemps, notamment aux États-Unis, la consommation de drogue douce a été tolérée, admise. Et puis, vous avez des milieux proches du pouvoir américain, proches du pouvoir politique américain, que Howard Baker appelle les entrepreneurs de morale. Ces milieux ont voulu décrédibiliser, délégitimer les consommateurs de drogue douce qui se trouvaient être principalement au début du XXe siècle les Afro-Américains. C'était une pratique assez courante chez les Afro-Américains et les anciens esclaves à la fin de au début de la nouvelle ère qui s'ouvre avec l'abolition de l'esclavage. Et donc du coup, pour continuer à entretenir cette mauvaise réputation des Afro-Américains, il a fallu trouver une de leurs pratiques afin de la dénoncer. C'est le cas de la consommation de drogue douce. On a tout simplement interdit cette consommation de drogue douce aux États-Unis et puis ça s'est répandu un peu partout dans les pays occidentaux sur le modèle américain, alors que le but au départ était vraiment de stigmatiser les Afro-Américains avec une de leurs pratiques qui était les drogues douces. Alors, cette déviance, elle est acceptée dans certains groupes sociaux, c'est le cas plutôt des jeunes, de milieux alors assez différents. Non seulement les jeunes dans les milieux diplômés, il y a une tolérance à l'égard de la consommation de drogue douce parmi les jeunes de milieux diplômés, mais également parmi les jeunes de milieux populaires. Et donc du coup, on voit bien que là, c'est très large, ce spectre dépasse un peu les classes sociales, mais c'est essentiellement quand même parmi les catégories de jeunes qu'on retrouve cette acceptation de la déviance que cela représente. Par contre, ça va être beaucoup plus sanctionné par les personnes qui sont parents, par les personnes âgées, qui, elles, considèrent que c'est une pratique qui n'est pas tolérable. De la même manière, on va avoir une acceptation plus ou moins importante selon le pays dans lequel on se trouve. Il y a des pays qui sont dits libéraux, c'est-à-dire qui vont assez peu interdire des pratiques et notamment la consommation de drogue douce. C'est le cas par exemple des Pays-Bas, j'allais dire de la Hollande, qui est proche de chez nous. C'est vrai aussi dans une certaine mesure de la Belgique maintenant, du Luxembourg, mais c'est beaucoup moins vrai dans des pays que je qualifierais d'étatiques, c'est-à-dire des pays où l'on considère que l'État doit absolument protéger l'individu contre ses propres vices, et donc du coup où on légifère sur beaucoup de pratiques individuelles. Donc la France en fait partie. Troisième exemple de pratique qu'on peut considérer comme déviante, alors attention, certains la considèrent comme déviante, pas tout le monde, on est bien d'accord, c'est le fait de faire grève. Donc faire grève, ça peut être sanctionné dans certains cas d'une mauvaise réputation, notamment d'une réputation de mauvais travailleur, et puis les employeurs vont peut-être aussi profiter d'un moment où ils veulent licencier pour licencier les personnes qui ont l'habitude de faire grève. Alors par contre, on voit bien que ici, le contrôle formel n'intervient pas. C'est-à-dire que à partir du moment où vous faites grève dans un cadre légal, vous avez déposé un préavis, les syndicats encadrent cette grève, il n'y a aucune sanction prise par le contrôle social formel. Mais c'est plutôt un contrôle informel qui s'applique. Est-ce que cette déviance est universelle? Non. Elle est globalement bien acceptée dans les pays démocratiques, bien évidemment. D'ailleurs, c'est ce que j'ai noté ici. Elle est très bien acceptée dans des pays comme la France, notamment l'Allemagne, un peu moins dans d'autres pays comme les États-Unis, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins démocratiques que nous, ça veut dire que c'est une pratique qui est moins courante et donc qui heurte beaucoup plus là-bas.
Elle est bien acceptée aussi dans les milieux ouvriers ou dans les milieux attachés au secteur public ou semi-public, hein, les entreprises publiques comme la SNCF par exemple. Par contre, elle est beaucoup moins acceptée par des employeurs ou des cadres en entreprise. Alors voilà un petit peu pour les distinctions qu'on peut faire quant à l'acceptation de la grève. Alors évidemment, dans les États autoritaires, la grève est rarement autorisée, elle est rarement possible. Ensuite, dans l'exemple suivant, la question de l'avortement, hein, qu'on appelle interruption volontaire de grossesse en France, eh bien, puisqu'on se situe en France sur les deux premières colonnes, il est là aussi évident qu'on peut mettre néant dans le contrôle formel, puisque l'avortement est autorisé dans la limite, bien sûr, d'un certain nombre de semaines de grossesse, puisque au-delà, on considère l'embryon comme un fœtus, c'est-à-dire un être vivant. Qui a des droits. Et donc, du coup, on n'autorise plus l'avortement. Mais avant ce délai, l'avortement est autorisé, donc il n'y a aucune sanction de prononcée par le contrôle formel. Par contre, on peut avoir, dans certains cas, un contrôle informel qui s'applique, avec des personnes qui subissent des insultes parce qu'elles se sont fait avorter, avec aussi le fait que vous ayez des militants anti-avortement, parfois situés devant les centres où on va avorter, et qui donnent des discours très moralisateurs pour les personnes qui viennent dans ces centres. Et donc, du coup, c'est une forme de sanction, en tout cas de pression psychologique. Est-ce que l'avortement est une déviance universelle? Non. C'est très bien accepté dans les pays occidentaux, pour la plupart des pays occidentaux, pas tous, hein, mais pour la plupart. Par contre, des pays, là aussi, où l'État est fortement associé à une religion, c'est généralement interdit. Avant-dernier exemple, l'inceste. On en avait déjà parlé un petit peu lors d'un vocal. Alors, la particularité de l'inceste, c'est effectivement une déviance qui est universelle, comme l'a montré l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. On peut aussi qualifier de philosophe. Alors ce nom vous parle peut-être, ou en tout cas vous parlera peut-être, c'est un nom dont on parle souvent. Et du coup, comme c'est une déviance qui est considérée comme universelle, elle n'est acceptée par personne, elle est sanctionnée par tout le monde. Voilà pourquoi j'ai rayé dans ces trois dernières colonnes, hein. Ici, c'est un peu particulier. Alors qu'est-ce qu'on risque en cas d'inceste? Bien sûr, une exclusion forte par le corps social, dans le contrôle social informel, c'est-à-dire que là, la réputation est extrêmement dégradée dans ce cas-là. Il est très difficile de garder du lien social. Et puis bien sûr, le code pénal prononce des peines de prison à l'encontre de personnes qui entretiennent des relations incestueuses. Alors souvent parce qu'il y a aussi une dimension pédophile, je dirais, à cet inceste dans les sociétés occidentales. Donc du coup, les sanctions sont très fortes. Enfin, dernier exemple de déviance, c'est les violences conjugales. Alors, lorsqu'il y a des violences conjugales en France, eh bien, le contrôle social informel va souvent se faire sous forme de dénonciation et de mauvaise réputation. La réputation d'être une brute, quelqu'un de violent, pas fiable, de dangereux. Et bien entendu, les tribunaux sont amenés à prononcer des peines de prison. Alors il y a d'autres peines hein, qui peuvent être prononcées que la prison. Il y a des peines d'éloignement. Hein, vous êtes obligé de rester à une distance minimale de la personne qui a été victime de violences conjugales. Et notamment, bien sûr, c'est souvent le cas, la femme, même si il arrive que ce soit d'autres types de violences. Est-ce que cette déviance est universelle? Eh bien non. Certaines sociétés tolèrent les violences conjugales, certains groupes sociaux tolèrent ou en tout cas relativisent la violence sociale, la violence conjugale, pardon. Et c'est le cas plutôt dans les milieux populaires. Attention, hein, toutes les personnes issues de milieux populaires ne tolèrent pas ça, mais on voit une plus grande tolérance à l'égard des violences conjugales dans les milieux populaires que dans les autres milieux sociaux. Et en termes de civilisation, c'est plutôt dans les sociétés traditionnelles où on accepte les violences conjugales, par exemple en cas de tromperie, hein, pour une femme qui aurait par exemple trompé son mari. Dans ce cas-là, dans de nombreuses civilisations, le mari peut se venger. Donc on a une certaine tolérance à l'égard des violences conjugales dans certaines sociétés traditionnelles. Bien, ce qu'il faut retenir de cet exercice, en fait, c'est que les déviances dépendent des milieux sociaux, dépendent des civilisations, des sociétés dans lesquelles on se trouve. Rarement, la déviance et le contrôle social
n'ont les mêmes formes partout en France, entre groupes sociaux, et partout dans le monde.